Bonjour à toutes et à tous. La leçon d'aujourd'hui va porter sur la naissance de la Ve République. On attaque donc le grand 2, la Ve République, donc grand A, la naissance de la Ve République. On va d'abord commencer dans une première partie sur l'adoption de la Ve République, une partie assez courte, histoire de vous rappeler un petit peu le contexte. Effectivement, nous avons laissé le général de Gaulle qui a été nommé président du Conseil le 1er juin 1958, mais avec une condition essentielle, refaire une constitution. La rédaction du texte de la Constitution est réalisée durant l'été 1958 par le général de Gaulle et Michel Debré, un de ses fidèles, qu'il a nommé ministre de la Justice. Alors les débats sont importants durant l'été 58 et c'est Michel Debré qui va vraiment faire le lien entre lui et les autres politiques, notamment un certain nombre de ministres qui sont soucieux de garantir la stabilité des gouvernements face à l'Assemblée et lui garder à l'Assemblée un rôle relativement important, alors que vous savez que le général de Gaulle veut que le président de la République ait un rôle plus important. Le texte final est finalement un texte de compromis. Une fois qu'il est écrit, il est soumis au vote. C'est-à-dire que cette nouvelle constitution est proposée par référendum aux Français. L'image que vous aviez sur la diapo précédente montrait finalement une affiche de publicité pour pouvoir voter oui à ce référendum. Est-ce que vous approuvez cette nouvelle constitution? 80% de votes favorables le 28 septembre 1958. C'est énorme. Cette forte approbation tranche avec la courte majorité qui avait obtenue par la constitution précédente. Vous vous rappelez, sur la 4e République, on en avait déjà parlé. Et du coup, c'est vrai que ça donne au texte une légitimité incontestable. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposants. Les communistes et une partie des socialistes ont dénoncé dès juin 1958 une notion de coup d'État. Alors coup d'État qui fait allusion plus ou moins à la façon dont De Gaulle a pris le pouvoir et surtout à la composition même du texte qui donne au président de la République des pouvoirs plus étendus à un seul homme face aux représentants de la nation, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Alors du coup, après le référendum, il va y avoir des élections législatives, donc pour élire des députés. Et il faut bien admettre que les opposants à la nouvelle constitution, que ce soit l'extrême droite, le parti radical, le parti communiste et une bonne partie des socialistes, essuient un échec aux élections législatives. Finalement, le parti qui l'emporte, c'est le parti gaulliste. Alors attention, il a un nouveau nom sous la Ve République. Il s'appelle maintenant l'Union pour la Nouvelle République, UNR. Ça montre bien que l'on a changé de constitution. Donc c'est ce parti gaulliste, avec ses alliés, qui détient la majorité absolue. Et après les élections législatives, l'élection présidentielle, on est au mois de décembre cette fois-ci, et c'est le général de Gaulle qui est élu avec 77% des suffrages et qui devient le premier président de la Ve République. Attention, à l'époque, c'était encore un suffrage indirect, c'est-à-dire que c'était les grands électeurs qui votaient. Nous allons y revenir tout de suite. Alors, cette fameuse constitution, qu'est-ce qu'elle donne comme institution et donc répartition des pouvoirs? Vous avez un document tout à fait classique, c'est-à-dire un organigramme qui représente justement cette répartition des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Organigramme classique, où l'on voit que ça part du bas, c'est-à-dire du peuple, qui a bien évidemment le suffrage universel. Attention, la majorité à l'époque était de 21 ans et non pas de 18. Et deuxième point sur lequel il faut porter l'attention, vous voyez qu'il y a des dates, 1958, 1962 et à partir de 1962. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est sur 58, on verra 1962 après. Donc, quand on a un organigramme comme celui-ci, on pose bien évidemment les questions traditionnelles de répartition des pouvoirs. Qui détient le pouvoir législatif? Alors, c'est en bleu sur l'organigramme, le pouvoir législatif est détenu par le Parlement, et le Parlement est composé de deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale est élue directement par les citoyens pour 5 ans, tandis que le Sénat est élu au suffrage indirect. Et on a bien donc ici deux chambres à l'intérieur du Parlement. Alors, quand il y a deux chambres à l'intérieur d'un Parlement, on appelle ça un régime parlementaire bicaméral. Bicaméral, ça veut dire tout simplement qu'il y a deux chambres.
Alors, ça fonctionne comment pour que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord sur le vote de la loi, ce qui est quand même leur travail premier. Alors, le texte est toujours examiné en premier par l'Assemblée nationale. Il est ensuite examiné par le Sénat avec les amendements qu'auraient déjà pu déposer les députés de l'Assemblée nationale. Les sénateurs peuvent à nouveau déposer des amendements. Des amendements, c'est lorsque vous proposez soit de nouveaux articles de loi à l'intérieur de la loi, soit des changements d'articles de loi tel qu'il a été écrit, tel que la loi a été écrite au départ. Et puis, une fois que les sénateurs ont eux-mêmes fait leurs amendements, cela revient à l'Assemblée nationale en deuxième et dernière lecture. Donc c'est bien l'Assemblée nationale qui a le dernier mot et qui l'emporte sur le Sénat. Et ce système d'aller-retour entre les deux chambres du Parlement, ça s'appelle le système de la navette. Qui détient le pouvoir exécutif? Alors le pouvoir exécutif est représenté en rouge sur votre organigramme. Nous avons donc le président de la République qui est garant de l'indépendance nationale, qui est élu pour 7 ans. Alors les 7 ans, on commence à avoir l'habitude, ça ne va pas forcément durer, et qui est dans un premier temps élu par les grands électeurs, parce que c'est du suffrage indirect. Et ce président de la République, il nomme un Premier ministre qui lui propose un gouvernement. On n'appelle plus ça président du Conseil, et c'est à partir de là que l'on commence à appeler ça Premier ministre. Donc le pouvoir exécutif est bien réparti entre deux personnes, le président de la République et le Premier ministre. Donc on appelle ça un pouvoir exécutif bicéphale, c'est-à-dire qui est reporté sur deux textes. Sur deux têtes, pardon. Alors on voit bien que le gros débat qui a donné lieu, c'est quel pouvoir détient le président de la République. Vous avez ici un extrait de la Constitution de la Ve République avec quelques articles qui parlent justement de ces pouvoirs que l'on donne au président. Quel pouvoir la Constitution donne-t-elle au président de la République? Alors, quand on regarde ici les deux premiers articles qui sont nommés, l'article 8 et l'article 9, le président de la République nomme le Premier ministre et il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il préside le Conseil des ministres. Donc c'est quelque chose qui est relativement classique finalement. Le président de la République, c'est le chef de l'exécutif, c'est lui qui nomme le Premier ministre et c'est lui également qui promulgue les lois, c'est-à-dire qui fait exécuter les lois, la base même du pouvoir exécutif. Petit changement par rapport à la constitution précédente, c'est bien lui qui préside le Conseil des ministres. Il y a le Premier ministre, mais le président de la République est présent, ce qui signifie qu'il fait partie finalement de l'ensemble de ce gouvernement. Ça, c'est une première différence. L'article suivant est également une grosse différence. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors ce droit de dissolution est essentiel parce qu'il donne sur l'exécutif un pouvoir par rapport, bien évidemment, au législatif, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Alors dissoudre l'Assemblée nationale, ça veut dire que forcément le président de la République est obligé derrière de reconvoquer de nouvelles élections. Relativement classique, c'est bien évidemment le chef des armées, ça va évidemment avec la politique étrangère, ça c'est relativement classique. L'article 16 n'est pas classique du tout. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel. Je traduis. Le président de la République, quand on est dans une situation de crise particulière, quand on dit que c'est grave, que le fonctionnement des pouvoirs publics est interrompu, il peut avoir des pouvoirs exceptionnels. Il prend les mesures exigées par ces circonstances. Il peut avoir des pouvoirs exceptionnels et ce pendant une période réduite, une période maximale de 6 mois. Les pouvoirs exceptionnels, ça veut dire que le président de la République a le droit de prendre des décisions que normalement la Constitution ne lui donne pas le droit de faire. C'est-à-dire que normalement, la loi elle vient forcément du Parlement, c'est la base même du pouvoir législatif. Là, il est en capacité, par exemple, de prendre des décisions, j'ai envie de dire presque tout seul. Vous comprenez un petit peu l'expression de coup d'État qui était utilisée par les opposants à ce régime. Cet article-là est particulièrement contesté.
Un autre droit du président de la République, mais qui n'apparaît pas dans cet extrait, ce qui est fort dommage, c'est pour ça que j'ai mis hors texte, c'est bien évidemment dans la Constitution, le président de la République a le droit de réaliser un référendum. Ça veut dire que il y a deux façons en fait de faire la loi en France. Soit c'est le Parlement qui la vote, soit on peut directement poser la question aux citoyens. Et seul le président de la République a le droit de poser cette question. C'est une question à laquelle les citoyens doivent répondre par oui ou par non. Pour De Gaulle, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet au président de la République, quand il le souhaite, d'avoir un rapport direct avec le peuple sans passer par, j'ai envie de dire, l'intermédiaire que pourrait constituer le Parlement. Donc des pouvoirs importants et étendus. Quels sont donc les équilibres entre le législatif et l'exécutif? Est-ce qu'il y en a un qui l'emporte sur l'autre? Il est clair que le pouvoir exécutif est renforcé par rapport à la République précédente. D'abord, les importants pouvoirs du président de la République, on vient de le voir, je n'y reviens pas, mais aussi un pouvoir plus important de la part du gouvernement. On dit bien que c'est lui qui détermine la politique de la nation, il fixe l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et il peut gouverner par ordonnance. C'est le fameux article 49.3 dont vous avez certainement entendu parler parce que les différents gouvernements l'ont énormément utilisé. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée. Je traduis. Normalement, on a par exemple un ministre qui va écrire un projet de loi et l'Assemblée nationale, donc l'ensemble des députés, peuvent déposer beaucoup d'amendements. Alors ça arrive parfois sur un certain nombre de textes, surtout quand il y a des opposants qui sont très opposés par exemple à un projet de loi, et en aucun cas la Constitution ne détermine le nombre d'amendements. Il peut y en avoir 1000, 2000, 3000, c'est 4000, c'est déjà arrivé. Et normalement, chaque amendement doit être discuté. Donc forcément, ça prend un temps fou. Du coup, pour pouvoir éliminer ça et aller plus vite, le gouvernement peut utiliser l'article 49.3, c'est-à-dire qu'il prend le texte tel quel, sans la possibilité de donner des amendements. Ce texte est considéré comme adopté, c'est-à-dire soit on vote le texte en l'état, soit on ne le vote pas. Donc il est considéré comme adopté, à moins que, du coup, il ne le soit pas. Et s'il ne l'est pas, cela signifie qu'en fait, la responsabilité du gouvernement est engagée. Autrement dit, l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement. Alors vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est très difficile, puisque forcément le gouvernement est de la même couleur politique que la majorité à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale normalement ne va pas renverser le gouvernement dont il est issu. Ça c'est quelque chose qui est relativement compliqué. Donc cet article 49.3 donne des pouvoirs importants au gouvernement lui-même. Alors c'est vrai que dans la pratique, le Premier ministre est vraiment l'exécutant du président, puisque le président peut le démettre de ses fonctions à n'importe quel moment. Finalement, c'est bien le président, chef des armées, qui garde la haute main sur la défense et la politique étrangère. On parle même de domaine réservé. Par rapport à cela, et si je compare avec la Constitution précédente, le législatif est plus faible, bien que la notion de motion de censure existe, on vient de le voir. Et un élément important à rajouter, alors qui n'est pas dans la Constitution, mais qui est important dans la pratique des institutions, c'est le mode d'élection des députés. Je vous rappelle que De Gaulle était contre ce qu'il appelait le régime des partis et qu'il voulait qu'il y ait une majorité qui se dégage pour avoir derrière un exécutif avec un gouvernement fort. Du coup, il y a une élection des députés au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Pas de panique, c'est le même mode de scrutin que lorsque vous élisez vos propres délégués de classe, c'est-à-dire que ce n'est pas un scrutin de liste, c'est un scrutin sur un nom, scrutin uninominal, majoritaire à 2 tours. Et ça signifie que soit un nom remporte dès le premier tour la majorité absolue, dans ce cas-là il est élu. Si personne au premier tour ne détient la majorité absolue, on prend les personnes qui ont reçu 12,5% des votes des inscrits, pas des votants mais des inscrits,
La nuance est très importante. Selon le taux d'abstention, ça peut changer tout un tas de choses. Et donc, seules ces personnes-là ont la possibilité de se présenter au second tour. Voilà, c'est ça, un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Vous élisez des délégués de classe depuis la 6e. Mine de rien, vous connaissez le principe. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce scrutin majoritaire? Alors, forcément, ça élimine un certain nombre de petites formations politiques qui vont avoir du mal à se maintenir au second tour, et même s'ils arrivent à se maintenir au second tour, à pouvoir l'emporter par rapport à soit des personnes très connues, soit des personnes qui représentent un parti politique très connu. Donc on peut estimer que finalement, ce scrutin va donner une assemblée qui est moins représentative des votes des électeurs, puisque on peut très bien avoir un parti X, quel qu'il soit, qui obtient sur tous les votes, je ne sais pas moi, par exemple 10 à 15% des votes, mais qui à l'arrivée n'est aucun député. Il n'aura pas 10 à 15% des députés. Donc c'est vrai que ça élimine cette notion de représentativité. L'avantage qu'y voit De Gaulle, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'avoir une majorité parlementaire stable, parce que forcément, justement, ce sont plutôt les grandes formations ou les personnes qui sont bien connues qui sont ici favorisées. Alors finalement, et pour conclure pour aujourd'hui, comment qualifier ce régime? Est-ce que c'est un régime parlementaire comme celui de la 4e République? Non, puisque l'exécutif a pris un poids beaucoup plus important. Est-ce qu'on appelle ça un régime présidentiel? Non plus. On va utiliser le terme de régime présidentiel pour, par exemple, les États-Unis. Donnez-moi le Premier ministre de Joe Biden aux États-Unis. Eh bien, il n'y en a pas. Parce qu'on a un vice-président, mais ce n'est pas un Premier ministre. En fait, aux États-Unis, le président des États-Unis est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Tandis qu'ici, j'ai un chef de l'État, le président de la République, et un chef du gouvernement, le Premier ministre. C'est un exécutif bicéphale, je vous rappelle. On appelle donc cela un régime semi-présidentiel. Comment va-t-il être mis en pratique? Nous verrons ça les fois d'après. Bonne fin de journée!